Docteur Philippe Prel, bonsoir. Vous êtes tabacologue, vous êtes membre du comité scientifique de l'association SOS Addiction et vous lancez avec 120 professionnels de la santé, alors des pneumologues, des tabacologues, des addictologues, vous lancez un appel en faveur de la cigarette électronique, on peut dire les choses ainsi? Voilà, en faveur de ce qu'on voit là? Oui, très clairement en faveur de la cigarette électronique qui est devenue aujourd'hui le dispositif le plus efficace pour aider les fumeurs à quitter le tabac. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a eu une mode, et que c'est un peu passé de mode en ce moment. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est moins bon qu'une vraie cigarette. Oui, en fait, cela dépend des gens. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a, franchement, qui préfèrent la cigarette électronique, qui trouvent ça beaucoup plus doux, plus goûteux, et d'autres qui préfèrent le tabac. Mais en pratique, moi, j'ai été très intéressé par la cigarette électronique il y a quelques années, parce que j'ai vu les gens quitter le tabac très facilement. Et même certains, on voyait sur YouTube, au bout de quelques jours, ils disaient, mais au fait, où est mon paquet? Ils avaient oublié qu'ils avaient leur paquet de cigarettes dans la poche. Et d'une vie de tabacologue, vous n'aviez jamais vu un produit de substitution par rapport au patch, par exemple, ça marche? Oui, mais quand vous arrêtez de fumer par vous-même, par votre propre volonté, au bout d'un an, il y a 5% des gens qui ont réussi. C'est très très difficile. Ouais. Avec les substituts nicotiniques, on double, ça fait 10%. C'est pas énorme. Quand vous êtes tabacologue, 10% de succès, vous vous rendez compte? Bon, et bien avec la cigarette électronique, on arrive à un an à 40% de gens qui arrêtent de fumer, plus 25% qui ont diminué leur consommation. Vous voyez, on change complètement de registre. Alors, néanmoins, la DGCCRF, donc la répression des fraudes, a pointé du doigt le manque d'informations sur la composition du liquide qui entre dans ces cigarettes électroniques. Et du coup, ça suscite pas mal de méfiance auprès de plusieurs fumeurs. On va écouter quelques réactions et quelques points de vue. C'est important que des contrôles soient faits sur la qualité des produits. J'aime bien savoir ce qu'il y a dans les produits que j'utilise pour la cigarette électronique. Je fais une sélection sur le fait que ça vienne de France. Dès lors qu'il y a de la nicotine, on doit trouver la tête de mort, par exemple. Et nous, on s'est aperçu, dans la majorité des cas, qu'il y avait une non-conformité parce qu'elle n'était pas présente. Un produit, par exemple, était fabriqué à l'étranger et était présenté comme français, avec un drapeau français, ça c'est trompeur pour le consommateur. On inhale quand même des cochonneries, et d'autant qu'on n'a aucune indication sur les effets à long terme de ces cochonneries qu'on inhale. Alors tout d'abord, il faut bien voir que dans le reportage, on parle d'étiquetage. Alors c'est pour ça que la profession s'est organisée pour mettre en place des normes AFNOR. C'est en cours et cela va arriver. Françaises, voilà. Non, françaises, oui. Donc ça, ce problème est en train d'être réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'on inhale? Mais, franchement, c'est très simple. La vapeur que les gens inhalent, c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau, aromatisé et nicotiné. Parce que le principe... Il n'y a pas aussi du nitroglycène, je ne sais pas quoi... Propylène glycol. Propylène glycol, voilà. Et puis il y a de la nicotine, c'est toxique tout ça. Quand même. Non, alors justement, ce qui est fondamental à comprendre, c'est tout le génie de l'invention de M. Honkling. C'est celui qui a inventé la cigarette électronique, voilà, un chinois. Voilà, et lui, il voulait sauver son père qui avait un cancer du poumon et rien ne marchait sur lui. Donc il s'est dit, il faut que je produise de la vapeur non toxique, justement. Et bien le propylène glycol, c'est un produit qu'on utilise depuis plus de 40 ans, c'est une molécule qui est à vide d'eau. Donc on s'en sert dans l'alimentation. Aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Votre pain de mie le matin, moi j'en ai pris, il est marqué valable 5 jours, 6 jours, c'est parce qu'il y a du propylène glycol dedans, dans les médicaments, etc. Eh bien, il est à vide d'eau et quand on le chauffe un petit peu, 60 degrés, eh bien, il va prendre toutes les molécules d'eau dans l'air et les condenser. Et c'est ces molécules d'eau dans l'air, c'est cette vapeur d'eau que vous inhalez. Si vous allez vapoter dans un désert avec 0 molécule d'eau dans l'air, vous ne produirez pas de vapeur. Vous dites c'est pas toxique. Et pourtant, il y a des tas d'études. Un jour, on nous dit c'est le produit miracle. Le lendemain, on dit attention, il y a des études qui disent c'est potentiellement dangereux. C'est ça qui fait que ça prend moyennement en France la cigarette électronique, si tant est que ça prendrait plus à l'étranger. Oui, bien sûr. Mais en fait, franchement, ce qui est effrayant, c'est cette logique de doute. Moi, quelquefois, j'aime bien dire, pour les malades, on change de problème. Au début, quand ils arrivent, il faut leur sauver la vie. Puis au bout d'une semaine, ils se plaignent de la nourriture à l'hôpital. Donc là, on se dit, ils vont mieux. Là, au moins, on a réglé leur problème. Avec la cigarette électronique, c'est pareil. Le tabac, c'est la combustion du tabac qui donne des goudrons, qui donnent des cancers, qui donnent du monoxyde de carbone, qui donnent des infarctus, des particules fines, solides, qui donnent des bronchites chroniques. Eh bien, avec la cigarette électronique, on a éliminé tous ces grands poisons. Parce qu'il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de particules fines. Voilà. C'est le principe du moteur à explosion. Voilà, il n'y a pas de particules fines, pas de goudron, pas de monoxyde de carbone. Donc on a éliminé ces grands dangers. Alors donc maintenant vous avez le malade qui se plaint des petites choses, mais il n'y a vraiment pas de danger sur le fond. Si vous faites cet appel en faveur de la cigarette électronique, c'est parce que vous estimez qu'elle est maltraitée en France et qu'elle serait mieux traitée dans d'autres pays européens qui obtiendraient de meilleurs résultats en matière de lutte contre le tabac? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez l'intention d'aider les populations à arrêter de fumer, vous avez 3 leviers en termes de santé publique. Le premier levier, c'est celui du prix. Plus le prix augmente, et augmente
brutalement, plus les gens diminuent leur consommation de tabac. Le deuxième levier, c'est la réduction du risque. Et là, en matière de réduction du risque, aujourd'hui, le meilleur dispositif, c'est la cigarette électronique. Et le troisième levier, c'est le seul qu'on utilise en France, malheureusement, c'est la dénormalisation. C'est les paquets avec toutes sortes d'images pas très belles dessus, ou le paquet neutre. Eh bien, utiliser que la dénormalisation, c'est très insuffisant, en comparaison des Anglais, par exemple, qui, eux, utilisent les trois leviers. Prix élevé, promotion de la cigarette électronique. C'est 10 €, je crois, le paquet en Angleterre. Oui, je crois que c'est même 10 ou 12, je ne sais plus. Mais oui, c'est très élevé. En tout cas, 7 en France, enfin, en tous les cas, oui. Donc c'est 50% plus cher, oui. Oui, voilà, c'est beaucoup plus cher. Promotion complète de la cigarette électronique. Et donc, ils ont publié un rapport le 19 août. Le gouvernement anglais, disant que la cigarette électronique était effectivement efficace et qu'il fallait la promouvoir et que les médecins la prescrivent. Donc, vous voyez, politique de réduction de risque efficace. Et puis, ils dénormalisent le tabac. Et du coup, ils fument moins, les Anglais ? Oui, eux, ils sont à 18% de population adulte fumeur contre 34% chez nous. Ah oui, en France, il y a 34% de fumeurs. En Angleterre, il y en a 18%. Mais on a l'impression que les jeunes continuent de fumer énormément. Ça reste un produit sexy malgré, là, vous me parliez de dénormalisation, ces photos épouvantables. On voit beaucoup de jeunes à la sortie du lycée qui fument autant qu'il y a une génération. Oui. Alors, c'est à la fois, on a cette impression, mais heureusement, en fait, comme malgré tout, la cigarette électronique, chez les jeunes, est en train de ringardiser le tabac. C'est-à-dire qu'on voit, en tout cas en Angleterre, aux États-Unis et en France, que les jeunes fument de moins en moins et vapotent un peu plus. Donc il y a un transfert qui se fait. On pourrait dire que ça les initie au tabac. Non, pas du tout. Alors là, absolument pas. Et ça a été à la fois étudié, le rapport anglais l'explique très bien, mais pour un jeune non-fumeur, il n'y a pas d'intérêt. Vous avez sorti ce livre, là, qui a un peu plus d'1 an, La cigarette électronique, enfin une méthode pour arrêter de fumer facilement. Vous trouvez que c'est facile quand même ? Il y a beaucoup de gens qui fument des cigarettes électroniques et qui en plus fument des vraies cigarettes dehors, ce qui fait qu'ils sont toute la journée, on a l'impression, avec quelque chose à la bouche et de la nicotine, en train d'inhaler de la nicotine. Bon, d'abord, je crois qu'il faut vraiment considérer ces gens-là comme il faut les aider. Ce sont des gens qui essayent d'arrêter de fumer et il faut à tout prix les accompagner. Mais en pratique, la différence fondamentale entre la volonté plus les substituts nicotiniques classiques d'un côté et la cigarette électronique, c'est que la cigarette électronique, on peut arrêter sans se mettre la pression, uniquement en cherchant le plaisir. Et moi, je dis aux gens, choisissez une boutique dans laquelle vous vous sentez bien, vous avez quelqu'un de bien, prenez un matériel qui vous va bien, choisissez vos arômes, faites-vous plaisir et vous verrez votre consommation de tabac diminuer. Donc ce sera un cadeau de Noël pour des fumeurs, par exemple. Ah oui, ça c'est un beau cadeau. C'est vrai, vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait, bien entendu, oui. Bon, et ben voilà, c'est votre appel. Et vous n'êtes pas actionnaire d'une compagnie qui fabrique de la cigarette électronique, hein ? Parole, non. Bon, voilà, donc vous êtes docteur Philippe Prel, tabacologue, membre du comité scientifique de SOS Addiction. Vous dites, dans 40% des cas, 1 an après, les gens arrêtent de fumer avec ça. C'est énorme. Merci, restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. Encore une fusillade ce week-end à Marseille qui a fait 3 morts, dont 2 adolescents. La situation s'est-elle encore dégradée dans nos banlieues depuis les émeutes de Clichy-sous-Bois il y a 10 ans? C'est dans l'air est intitulé ce soir, avoir 15 ans dans les banlieues. En 2014, personne ne le dit, mais c'est su par les épidémiologistes, le nombre de décès par cancer du poumon chez les femmes va rejoindre le décès des cancers chez les hommes. Et les courbes se croisent en 2014. À partir de l'année prochaine, il y a plus de décès par cancer du poumon chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, ça baisse, chez les femmes, ça augmente. On appelle ça une épidémie de cancer du poumon chez les femmes. Et c'est malheureusement en plus un cofacteur de risque pour beaucoup d'autres cancers et bien entendu toutes les pathologies cardiovasculaires. Donc aujourd'hui, les femmes françaises, les jeunes femmes françaises fument tellement que leur espérance de vie a commencé à ralentir sa croissance et que probablement dans les années qui viennent, on va voir l'espérance de vie des femmes commencer à rebaisser, alors que c'est historiquement, ça ne s'est jamais produit depuis toujours. Il y a des pays qui ont pris ça à bras-le-corps depuis 20 ans, ils ont une diminution du cancer du poumon chez les femmes. Malheureusement, la France a une augmentation. Et tout ça vient en plus dans le contexte dont on a parlé déjà, qui sont les inégalités sociales de santé, parce que ça touche beaucoup plus des femmes de catégories socio-professionnelles moins favorisées. Les femmes qui sont de catégories socio-professionnelles plus favorisées, elles entendent ce message et elles arrêtent beaucoup plus précocement que les autres de fumer. Mais écoutez, la cigarette électronique, c'est pas le nec plus ultra que certains veulent décrire, mais quand même,
Moi, mes patients qui me disent « j'arrive pas à m'arrêter de fumer, par contre j'ai testé la cigarette électronique, qu'est-ce que vous en pensez » Je leur dis « écoutez, passez donc de la cigarette à la cigarette électronique. La cigarette, vous avez de la combustion avec des goudrons, du monoxyde de carbone, etc. La cigarette électronique, il n'y a pas de combustion, c'est de la vapeur, il y a de la nicotine, et puis il y a quelques produits dedans dont jusqu'à présent les médecins se disaient est-ce que c'est des produits dangereux ou pas. Il semblerait qu'il n'y ait pas de produits très dangereux, ça reste à confirmer, donc un peu de prudence. Mais entre la cigarette et la cigarette électronique, il n'y a pas photo, quoi. Moi, en tant que médecin, je dis aux gens, écoutez, j'aimerais mieux que vous arrêtiez complètement. Maintenant, s'il y a une étape qui consiste de passer de la cigarette à la cigarette électronique, allez-y, quoi. Allez-y. Moi, je dis notamment aux femmes. On sait très bien que la mortalité cardiovasculaire diminue de façon linéaire dès l'arrêt du tabac. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur un problème de santé publique majeur. Je me rappelle des discussions qu'il y avait sur la substitution aux drogues, à l'héroïne, etc. On a mis des années à faire ça. Les généralistes ont été en première ligne de nouveau dans cette affaire-là. Ils ont pris des risques professionnels majeurs sur la substitution, sur les seringues. Tout le monde a dit c'est pas bien de donner des seringues aux drogués. Et nous, on a dit il vaut mieux donner des seringues propres que laisser les gens se contaminer avec du VIH ou de l'hépatite C en partageant des seringues qui sont contaminées. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une politique de réduction des risques. Allons-y pour le tabac, réduction des risques. Si ça passe par la cigarette électronique, ce n'est pas le nec plus ultra, mais c'est mieux que la cigarette. Alors, la Haute Autorité de Santé émet une recommandation sur la prise en charge du risque tabac. Elle a raison de le faire. Deuxièmement, quand on lit le détail de cette recommandation, elle est plutôt bien écrite, puisqu'elle décrit tout un processus de prise en charge qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on appelle dans le secteur de l'alcool les interventions brèves, précoces et répétées. C'est-à-dire qu'à chaque contact, le médecin généraliste est invité à s'intéresser à la consommation tabagique de la personne qui est en face de lui. Moi, de mon point de vue à moi, je travaille comme ça parce que j'ai une obsession qui est la santé publique. Que le médecin généraliste soit au centre de la santé publique, pour moi, ce n'est pas une découverte. Je veux dire, c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Après, le problème, c'est qu'il faut avoir des moyens. Or, je vois parallèlement à ça que la Direction générale de la santé dit que pour tel ou tel produit qui arriverait sur le marché pour aider au sevrage de l'alcool, les généralistes ne seraient pas des prescripteurs autorisés. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays, quoi. Donc oui, nous sommes au centre, et la HAS a raison de le rappeler, parce que c'est une réalité. La HAS rappelle aussi que les interventions efficaces sont connues, les substituts nicotiniques, qu'il y a des produits qui sont à risque élevé avec des complications fréquentes, mais avec un bénéfice qui reste encore à confirmer, qu'il faut donc utiliser avec prudence et seulement en deuxième intention, mais que surtout c'est le contact répété, le contact précoce, la collaboration entre le médecin et son patient, la codécision, attirer, sensibiliser le patient sur le risque qu'il prend. Bonsoir, professeur Dutzenberg. Bonsoir. Vous êtes tabacologue, ancien pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le vapotage est-il mauvais pour la santé? Vous allez nous le dire. En tout cas, les États-Unis ont commencé à trancher puisque l'État de New York, celui du Michigan également, ont carrément décidé d'interdire la cigarette électronique aromatisée. Pareil en Inde. Aux États-Unis, 7 personnes sont mortes, plus de 400 hospitalisées. Pourquoi, professeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Il y a deux histoires qui n'ont strictement rien à voir. Aux États-Unis, il y a quand même 7 morts, 400 Aux États-Unis, il y a hospitalisés. 400 personnes malades parce qu'ils ont pris une cigarette électronique, mais ils n'ont pas mis du e-liquide normal pour cigarette électronique. Ils ont mis des extraits de cannabis trafiqués avec lesquels ils mettaient de l'huile dedans et ils inhalaient ça. Donc, si on prend une cigarette électronique, qui est un moyen efficace de mettre au fond du poumon les produits qu'on met dans la vapoteuse, si on met des cochonneries dedans, on a les cochonneries dans le poumon, et en particulier le poumon, il a horreur des graisses. A priori, on n'a pas la certitude, mais moi, ma conviction, c'est surtout de l'huile qui a provoqué les anomalies. Une sorte d'huile de cannabis, c'est ça? Non, pas l'huile de cannabis, de l'huile qu'ils rajoutent pour que le cannabis soit plus sympathique. En particulier, ils prennent de la vitamine E. Dans la vitamine E, il y a de l'huile de colza. Et si on se met de l'huile dans le poumon est recouvert d'une surface qui est un peu comme une bulle de savon. Si on met une bulle de savon et de l'huile ensemble, on ne peut plus faire de bulle de savon. Quand on a mis de l'huile dans ces bulles de savon, et le poumon se dégonfle et on est très malade. D'accord, donc le problème ne vient pas de la cigarette électronique en soi, mais finalement d'avoir joué aux petits alchimistes avec des produits illégaux. Oui, donc la leçon pour la France, on prend les produits qui sont vendus, enregistrés il y a
35 000 produits Aux normes légaux européennes. réglementés aux normes européennes. Et aux États-Unis, il y a des millions d'Américains qui ont utilisé la cigarette électronique sans aucun détriment. problème. Et les arômes n'ont strictement rien à voir là-dedans. À la limite, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas des liquides de qualité disponibles pour tout le monde fait que les gens jouent aux estimistes. Et moi, je défends qu'on vende de façon légale et contrôlée des produits qui plaisent aux consommateurs, parce que s'ils n'ont pas les produits qui plaisent, alors les consommateurs font des mélanges et prennent des risques. Si on veut défendre la santé publique, il faut laisser aux consommateurs les produits qui leur plaisent. Donc vous dites qu'il n'y a pas de raison de se méfier de la cigarette électronique, en tout cas en France. C'est une vraie question parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, notamment depuis cet été avec un rapport de l'OMS qui a un peu inquiété. Non, le rapport de l'OMS est très bon, c'est la façon dont l'a traité la presse qui pose question. Alors je vais lire quand même les deux mots qui effectivement ont inquiété les lecteurs de ce rapport. La cigarette électronique est qualifiée d'incontestablement nocive. Je suis 100% d'accord. On avait fait en 2014 un rapport à Marisol Touraine qui avait lancé un petit peu la vape en France. On disait que c'est toujours nocif, ce sera toujours nocif la cigarette électronique, mais incommensurablement moins toxique que la cigarette. Donc la cigarette électronique, c'est pour les fumeurs. On ne prend pas que c'est quand on n'est pas fumeur. Les antibiotiques, c'est bon pour les malades qui ont une septicémie, ça leur sauve la vie, mais pour les gens qui ne sont pas malades, il ne faut pas prendre d'antibiotiques quand on n'est pas malade. Donc c'est une sorte d'outil de sevrage, ça sert à se sevrer. Sevrer ou remplacement pour ceux qui ne veulent pas se sevrer. Donc, alors pourquoi dans ce cas-là Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Oui. Pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on ne demande pas à ce que ça soit sur ordonnance ? Si la cigarette électronique est un médicament, il ne faut pas qu'elle soit triste. La cigarette électronique marche bien parce qu'elle est joyeuse et les gens vont la prendre. Il y a des Anglais qui ont fait en début d'année, par exemple, un essai. La moitié des gens prenaient les produits substituts nicotiniques prescrits par le système anglais de santé, l'autre moitié la cigarette électronique. À la fin de la course, 3 fois plus d'arrêts avec la cigarette électronique qu'avec les substituts nicotiniques, alors que c'est la même nicotine qui est dedans. Pourquoi ? Parce qu'avec les substituts nicotiniques, les gens les mettaient... Les patchs, c'est des patchs ou des gommes à mâcher. Les gommes à mâcher, les gens l'utilisaient en moyenne 15 jours, 3 semaines, et avec la cigarette électronique, ils l'utilisaient 3 mois. Donc un produit qui plaît, qui est utilisé en remplacement de la cigarette, remplace la cigarette. Un produit qui ne plaît pas ne remplace pas la cigarette. Donc la cigarette électronique doit être plaisante, doit plaire, et éventuellement avoir les arômes. Moi, comme médecin, je n'ai rien à faire des arômes, mais si ça plaît aux gens, ils l'utilisent quand il y a des arômes et qu'ils ne l'utilisent pas quand il n'y en a pas, qu'ils l'utilisent avec des arômes. Alors les arômes dont vous parlez justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça incite les jeunes à fumer? Je pose la question parce que j'ai vu qu'il y avait des goûts soda, milkshake à la fraise. On imagine bien que ça ne vise pas les grands-parents. Si, c'est pas ma demande, mais quand c'est sorti au début, un des premiers, j'ai vu un camionneur 120 kilos et qui était à la barbe à papa. Donc, il ne faut pas avoir d'a priori sur les goûts, alors que les jeunes, quand on interroge les jeunes en France, ils prennent goût pomme, un peu comme la chicha, goût naturel ou goût menthe. Hein. Est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée vers le tabagisme? Alors, la cigarette électronique est un compétiteur de la cigarette et éventuellement une porte d'entrée. Si on prend des enfants de 15 ans, il y en a qui prennent rien à 15 ans, ils ont beaucoup de chances de ne pas être fumeurs à 16 ans. Ceux qui prennent le tabac à 15 ans, ils ont une chance sur 2 d'être fumeurs réguliers à 16 ans. Et ceux qui prennent la cigarette électronique, ils ont une chance sur 6. D'accord, donc cigarette électronique, 6 fois moins de chances de risque de fumer vraiment. Alors, si on a pris la cigarette électronique à la place de rien, c'est un déficit. Si on a pris la cigarette électronique à 15 ans à la place de la vraie cigarette, c'est une compétition. Moi, j'observe que depuis qu'on dit qu'il y a une explosion, 25% de vapoteurs aux États-Unis, il y a 5% de fumeurs dans les écoles américaines, dans les lycées américains. Donc, les fumeurs de tabac, c'est en chute libre. Donc, à partir du moment où on a un produit qui est une porte d'entrée catastrophique, qui fait une épidémie, et puis que le nombre de personnes malades de la dépendance tabagique s'effondre, j'ai du mal à comprendre un petit peu le raisonnement. On peut peut-être rappeler ce qu'il y a exactement dans finalement ce qu'on appelle cigarette électronique. Il y a différents produits. On va regarder avec vous voilà, les différents ingrédients. Donc, il y a du propylène-glycol, de la glycérine, des arômes et puis de la nicotine. En gros, par exemple, le propylène-glycol, moi, j'y connais rien, c'est vous le spécialiste, ça sonne quand même pas très rassurant. Est-ce que c'est des produits pas bons pour la santé? Est-ce qu'il peut y avoir des risques, des effets secondaires à terme? Sur 460 millions de tonnes de propylène-glycol, l'essentiel est vendu dans l'alimentation, aux cigarettiers, à l'industrie pharma. C'est une molécule dérivée du pétrole, c'est ça? C'est une molécule qui peut être dérivée de beaucoup de choses, mais du pétrole en particulier. Et c'est une molécule en fait, qui est très peu utilisée dans la cigarette électronique. On consomme très peu de propylène-glycol dans la cigarette électronique par rapport à ce qu'on consomme en achetant des barquettes de plats préparés ou en fumant des cigarettes. Toutes les cigarettes ont aussi du propylène-glycol et beaucoup de médicaments. Les médicaments de l'asthme, par exemple, il y a des médicaments de l'asthme qui ont du propylène-glycol dedans. Donc il ne faut pas avoir peur de tout et des noms. Et c'est un produit très simple. L'avantage de la cigarette électronique, c'est qu'on met
5-6 produits, là il y en a 4, mais en fait il y en a 6-7, on mélange D'accord. un peu des choses. Et ce qu'il y a dans les émissions, c'est la même chose. On prend une cigarette, c'est du tabac, ce qui sort, c'est 40 000 produits qu'on comprend pas bien. Donc on sait beaucoup mieux ce qu'il y a dans les vapeurs de cigarette électronique que dans la fumée de tabac. Si vous avez peur des émissions de cigarette électronique, soyez effrayés par les fumées de tabac, arrêtez de fumer. Depuis que la cigarette électronique existe, on a eu 500 000 morts en 7 ans du tabac en France, 0 mort de cigarette électronique. Alors vous choisissez votre camp, mais moi je suis pour les 0 morts. Espérons que ça dure. Après, c'est vrai qu'on a encore assez peu de recul, puisqu'on dit qu'il y a assez peu d'études finalement. Ça fait 10 ans, c'est ça, non, mais en gros, que la cigarette électronique a été lancée. Depuis 2012, c'est vraiment utilisé, mais beaucoup de gens prennent, en particulier les plus de 45 ans, ils prennent le tabac, ils prennent la cigarette électronique associée au traitement efficace. Moi je suis médecin, je prescris les traitements efficaces et ils prennent la cigarette électronique. En plus, on met les deux, et bien souvent, au bout de 3 mois, ils arrêtent, ou ils vapotent encore un petit peu dans les cas particuliers, puis au bout de 6 mois, ils arrêtent. Là, on a l'air de dire que tous les fumeurs qui passent à l'électronique restent vapoteurs à vie. C'est pas vrai. Ils arrêtent. Oui, c'est ça la recommandation. C'est une utilisation finalement ponctuelle, limitée dans le temps, pour ensuite arriver à Ma recommandation de l'idéal. médecin, c'est de faire comme on est bien, et comme ça on arrête et on ne fume pas. Vous parliez de la fumée, de ce qu'on exhale. Est-ce que pour ceux qui ne fument pas, mais qui sont dans la même pièce que quelqu'un qui vapote, on peut parler de vapotage passif? Est-ce que ça existe, ce terme? Le Conseil d'État a refusé qu'on dise que le vapotage passif était dangereux comme le tabagisme passif, a refusé l'interdiction de fumer au titre de la santé. L'interdiction de fumer, de vapoter dans les lieux clos n'est pas pris au terme de... Parce que c'est interdit quand même de vapoter dans les open space, par exemple au travail. Dans beaucoup d'endroits, c'est interdit, mais c'est au nom de l'exemplarité et de la gêne. Alors que pour le tabac, on a la preuve que la fumée secondaire de tabac tue. Donc c'est juste pour une question de confort, mais il n'y a pas de risque sur la santé. D'un côté, on a confort. Après, si on vapote, on a un petit peu de nicotine qui peut passer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cigarette électronique, quand vous mettez 10 mg de cigarette électronique, il y en a 8 qui vont dans le poumon, donc il n'y en a que 2 qui sont rejetés. Quand vous prenez une cigarette, il y a 12 mg dans une cigarette, il y en a plus de 10 qui sont rejetés. Donc la cigarette, ça gaspille la nicotine, ça la répand partout, alors que la vape, non. Et puis, il n'y a pas le monoxyde de carbone, il n'y a pas les particules, il n'y a pas tous les autres substances. Donc, s'il y a un effet sur l'entourage, il est minime, mais dans une voiture, par exemple, si on vapote et qu'il y a des enfants, on va trouver la nicotine dans les urines des enfants qui sont à côté. Donc, il faut vapoter propre et à l'air, et pas en vapoter tout le monde. Eh bien, merci professeur Duttenberg d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes tabacologue et ancien pneumologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les situations de sécheresse dans une grande partie de la France. 88 départements qui sont en restriction d'eau, les rivières et nappes phréatiques qui ont atteint des niveaux historiquement bas. Alors, quelles conséquences? Comment s'adaptent les agriculteurs? La France va-t-elle devoir s'habituer à manquer d'eau? C'est dans l'air. C'est tout de suite. Bonne émission. Moi, je vous dis à demain. L'électronique peut-elle être un moyen de sevrage tabagique? Je vous propose, avant d'y répondre, ce reportage, parce qu'effectivement, pour arrêter de fumer ou au moins diminuer, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la cigarette électronique, la e-cigarette, un dispositif relativement cher que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir. Et c'est pourquoi une association, la Vape du Cœur, récupère des e-cigarettes et des e-liquides auprès des fabricants et les redistribue aux plus démunis, notamment dans le cadre hospitalier. Vous voyez ce reportage, Marie Guillot et Claude Pavelec. Ça va? Ça va et vous? Asseyez-vous. Nous sommes au chalet des associations de l'hôpital Ambroise Paré. 2 fois par mois, la Vape du Cœur accueille des personnes démunies qui souhaitent arrêter de fumer ou sont en cours de sevrage. Jérôme est un habitué. Donc ça fait depuis le mois de mars 2018 qu'on suit. Oui. À l'origine, vous fumiez 30 roulés par jour. Oui, et maintenant, vous avez complètement arrêté depuis fin juin. Bravo, félicitations. Hein. Merci. Parfait. On va dire que j'ai commencé à 14 ans, mais je fumais pas 30 cigarettes à 14 ans. Hein. Je fumais quelques cigarettes par jour. Et après, le temps, c'est fumer de plus en plus. Voilà. Mais après 35 ans de tabagisme, Jérôme tombe gravement malade, au point d'être hospitalisé. J'ai fait une embolie pulmonaire. On m'a conseillé d'arrêter de fumer. On m'a parlé des vapotes du cœur. J'ai dit, pourquoi pas, on va essayer. C'est ce qu'a fait Jérôme, grâce à une cigarette électronique et l'utilisation de patchs qui lui ont été prescrits ici. Il revient tous les 15 jours faire le point avec l'infirmière. Et donc là, vous voulez arrêter les patchs parce que ça vous irrite la peau? Ah ouais, non, c'est ça. Là, j'en veux plus de patch. Bon, mais si, vous pouvez l'arrêter, effectivement, si vous n'avez pas du tout envie de fumer, pas trop énervé, pas trop envie de grignoter, arrêtez-le. Si vous avez ça irrite la peau, malgré que vous le changez de place, effectivement. Non, mais les chewing-gums et les bonbons, c'est bien. Le poids, ça va? Ça se maintient. Pas grossi, pas maigri. Pas grossi, pas maigri.
Il est stable. Bon, bah, parfait. Bon, bah, écoutez, je vous donne l'ordonnance et puis vous revenez dans 15 jours. Oui, pas de problème. Parfait. Okay. Comme tous les patients de la VAP du cœur, Jérôme vit dans la précarité. Les patients démunis sont souvent des patients qui sont très dépendants à la cigarette et qui utilisent la cigarette brûlée comme une béquille depuis de nombreuses années. Alors l'utilisation des moyens validés comme les patchs, les substituts nicotiniques sont tout à fait intéressants et on va les prescrire très souvent en plus de la cigarette électronique, de la VAP. Cette cigarette électronique, Jérôme n'aurait pas pu se l'offrir sans le soutien de la VAP du cœur. Nous, on récupère de professionnels du matériel et des liquides qu'on va redistribuer gratuitement aux gens qui sont dans la précarité ou qui ont des difficultés financières et qui ne franchiraient pas le pas d'aller en boutique parce que se mettre à vapoter, c'est un investissement de départ que tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Ça, je prends celle le matin quand j'ai pris mon petit-déj et celle-là, je l'utilise après, qui me donne un peu plus de tabac dans la bouche, du goût, quoi. Et la nicotine, en 18, ça passe bien? Ouais, ça passe impeccable, mais bon, il faut remplir un peu plus souvent, quoi, c'est tout. Ouais, c'est normal. Si tu es bien à 18, c'est pas problématique. Un médecin, il préférera que tu vapes à 18 plutôt que de se faire retourner dans le tabac, quoi. Là, ça c'est clair. Bah oui, surtout la pneumologue ne serait pas content. Complètement. Ah, je peux être fier de moi, oui, parce que avec toutes les cigarettes que je fumais avant, ça fait comme quelque chose. Bah, les gens reprennent goût à tout, à la nourriture, à la vie, tout. Si j'avais pas eu les vapes, je ne pourrais pas arrêter de fumer. Ça, c'est clair. J'ai été aidé, bah, ça, heureusement qu'ils sont là, parce que si ils n'étaient pas là, je n'aurais jamais arrêté la cigarette. Et je ne sais pas comment j'aurais pu me payer toutes mes cigarettes. Voilà. Comme Jérôme, depuis 2016, plus de 250 personnes ont été suivies par la VAP du cœur et le personnel soignant de l'hôpital.